C'est du sud de la Guinée que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola est partie en décembre 2013. L'Afrique de l'Ouest s'est prise de court, tout comme d'ailleurs la communauté internationale. Et avec le vide sanitaire qui caractérise les premières régions où il s'est développé, le virus s'est propagé de la Guinée aux pays voisins que sont le Libéria, la Sierra Leone. Dans chacun de ces trois pays touchés, Ebola sème la mort en y exerçant des ravages. C'est la plus grande épidémie de l'histoire de ce virus, découvert en Afrique centrale en 1976. La peur s'empare de l'Afrique de l'Ouest. Des pays renforcent les contrôles sanitaires à leurs frontières. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria sont pratiquement isolés et placés sous haute surveillance. Le 8 août 2014, de son siège à Genève, l'Organisation mondiale de la santé déclare la fièvre Ebola urgence de santé publique de portée mondiale. Mais déjà, l'Association médicale humanitaire internationale, Médecins sans frontières, annonce que l'épidémie est sans précédent, absolument pas sous contrôle et que la situation ne fait qu'empirer. Quelques semaines après, le 18 septembre 2014 à New York, le Conseil de sécurité adopte une résolution affirmant que la progression sans précédent de l'épidémie représente une menace pour la paix et la sécurité mondiale. C'est une première dans l'histoire des Nations Unies. Jusqu'à là, les résolutions ne portaient que sur les conflits. Dans la foulée, le secrétaire général des Nations Unies se rend à Genève, au siège de l'OMS. La rencontre entre Ban Ki-moon et Margaret Chan, directrice générale de l'Organisation de la Santé, finalise la plus grande mobilisation du système onusien. De même, plusieurs gouvernements à travers le monde décident de s'impliquer dans la lutte contre Ebola. La guerre est déclarée au virus. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, à leur tour, organisent le 7 novembre 2014, enfin à Accra, au Ghana, un sommet extraordinaire des chefs d'État consacré à la riposte contre Ebola. L'impact négatif de l'épidémie sur les économies des pays directement affectés, la sécurité humaine et la situation sociale et humanitaire dans la région sont évalués au cours de leurs travaux. Des mesures de prévention sont alors largement diffusées dans les États ouest-africains et même au-delà, sur le continent et dans le monde. Des mesures d'exception sont aussi instaurées dans les trois pays affectés, sous la forme d'état d'urgence, de confinement de la population et de mise en quarantaine de nombreuses régions. Les populations en général finissent par adhérer à la riposte, à adopter les mesures de prévention et facilitent du coup l'organisation des secours. Le virus a déjà fait plus de 11 300 morts pour quelques 27 500 cas. Et 99% des victimes sont recensées en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. En août 2015, soit un an après la mobilisation internationale avec la mise en place de mesures sanitaires mieux étudiées, le nombre de contaminations est à son plus bas niveau. La réponse à l'épidémie s'améliore de l'avis des spécialistes. Et puis, dans le domaine de la recherche, des avancées remarquables sont enregistrées en vue de trouver un vaccin. Plus de 7 600 personnes volontaires ayant été en contact avec un malade ou son entourage proche ont été vaccinées en Guinée. J'ai été le premier à recevoir ce vaccin contre la fièvre hémorragique Ebola. Et nous sommes au 3e jour aujourd'hui. Je me sens parfaitement bien. C'est vrai que le premier et le 2e jour, j'ai eu un peu de courbature, notamment de la fatigue. Et la nuit, un peu de fièvre, mais j'ai pris l'ibuprofène qui m'a permis de corriger cet état. Et à partir d'hier, je me sens mieux et pratiquement je me sens comme avant la prise de ce vaccin. En dépit des réserves et des mises en garde d'organisations comme l'OMS et Médecins sans frontières, les dernières avancées de la lutte contre le virus Ebola sont accueillies pratiquement comme l'annonce de la fin de l'épidémie. Ebola n'est d'ailleurs déjà plus à la une de la presse dans beaucoup de pays de la région. Et à Dakar, au Sénégal, au siège du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA,
le Fonds des Nations Unies pour la population, il est clair que le virus Ebola n'est pas encore vaincu. Il y a cette impression qu'au niveau donc de l'information dans les médias, on ne parle pas suffisamment d'Ebola aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que l'épidémie est résorbée. Il y a encore des cas de résistance aujourd'hui. Le Libéria a été déclaré libre d'Ebola à un certain moment, mais aujourd'hui, nous tous nous sommes témoins qu'il y a eu des ressurgissances de nouveaux cas. Cela veut dire que les gains obtenus à travers la réponse coordonnée de la communauté internationale est encore fragile. Et crier victoire aujourd'hui, c'est le crier trop tôt. L'épidémie d'Ebola est bien toujours là. Et il s'agit surtout aujourd'hui de renforcer la réponse aux facteurs qui ont favorisé l'avancée foudroyante de ce virus. Au nombre des urgences, la réorganisation et le renforcement des systèmes de santé en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Ebola, en fait, est venu nous révéler la faiblesse des systèmes de santé, non seulement des 3 pays touchés par l'épidémie, mais également l'ensemble des pays d'Afrique au sud du Sahara. Les systèmes de santé sont fragiles et restent à renforcer. Et nous pensons qu'avec l'appui de la communauté internationale, les avancées qui ont été faites dans les 3 pays permettent aujourd'hui au moins de circonscrire l'épidémie d'une part et d'autre part de faire le diagnostic de la faiblesse réelle des systèmes de santé. Et cette faiblesse était connue des professionnels de la santé, mais ce n'était pas connu des dirigeants politiques, des décideurs. Il y a aussi toutes ces leçons retenues dans la riposte. Tout recommande en effet de les instruire en vue des stratégies à mettre en place pour la reconstruction des pays fragilisés par cette épidémie. Il y a au moins 3 leçons importantes que nous pouvons tirer un peu du virus Ebola. Je pense que la première, c'est l'importance d'investir dans les systèmes de santé. La deuxième leçon, c'est l'importance de la réponse communautaire. Et la troisième, j'allais dire, c'est un peu l'importance de partenariat avec les institutions locales pour faire reculer des défis comme celui du virus Ebola. Un sentiment certainement partagé par la communauté internationale dont la mobilisation et les interventions ont de beaucoup contribué à faire face à cette épidémie. I think one of the big lessons we learned was the importance of collaboration and coordination. Je pense que la leçon la plus importante, c'était la collaboration et la coordination, que ce soit au sein du système des Nations Unies, avec les autres partenaires, les gouvernements, etc. Je pense que le plus grand enseignement, c'était la collaboration. L'importance de travailler de façon transversale, l'importance de toutes les parties prenantes. Les unes impliquées dans la prestation de services, les autres dans le monitoring, d'autres dans les laboratoires, le rapportage, la communication, etc. Donc, toute une collaboration transversale qui a été très importante. Ce qui a contribué à mettre tout ceci ensemble, c'est lorsqu'on s'est aperçu que ça partait dans tous les sens. Le secrétaire général des Nations Unies a alors désigné un coordonnateur en la personne de Dr Navarro. Ce qui s'est avéré très utile parce qu'il y avait là au moins une amorce de coordination qui se dessinait. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de ces rencontres qu'il a coordonnées, il est venu avec un plan pour montrer comment la coordination devait continuer. Donc, au lieu d'avoir ces grandes missions de coordination des Nations Unies, la plupart du travail a été affecté à l'OMS. Par conséquent, il y a bel et bien un plan de coordination qui a été déroulé. Le travail ne s'est donc pas arrêté et toutes les agences sont en train de jouer leur partition. La communauté internationale, c'est évident, suivra avec intérêt les engagements et la volonté des dirigeants africains à investir dans le secteur de la santé pour développer leur système de santé afin de mieux protéger leur population.
Aujourd'hui, je pense que tous les dirigeants, tout au moins d'Afrique de l'Ouest, sont conscients qu'il faut investir davantage dans la santé et dans les systèmes de santé. Et quand on parle système de santé, c'est d'abord les professionnels de santé, ceux qui travaillent dans le domaine. Sans ressources humaines, on ne peut pas bâtir un système de santé. Et ressources humaines, en matière de santé, c'est quoi? C'est pas tant les médecins spécialisés et autres que les cadres moyens, les infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignants. C'est eux qui portent le système de santé. Nous pensons que ces trois pays, avec les leçons qu'ils ont tirées, peuvent, en restant vigilants et en se prenant au sérieux, peuvent maintenir les progrès réalisés et peut-être même les dépasser. Lorsque nous parlons de la reconstruction, je pense qu'il y a un peu la question qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, du relèvement, j'allais dire, nous avons des dimensions importantes, surtout la dimension économique du relèvement qui ne peut se faire sans la mobilisation de la jeunesse. Et c'est pourquoi nous avons rapidement répondu à l'appel que les ministres de la jeunesse des trois pays les plus affectés du Mano River, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, donc nous ont lancé donc, en marge de notre dernier conseil d'administration pour les accompagner dans le développement d'un ambitieux programme de mobilisation et de valorisation de la jeunesse. Et nous pensons que c'est une excellente opportunité pour accélérer le démographique dividende dans les pays du Mano River Union. Et d'ailleurs, dans quelques jours, à la mi-septembre, nous allons regrouper ces trois pays avec le Mano River Secrétariat pour avancer dans la conception de cet important programme de partenariat en faveur de la mobilisation de la jeunesse du Mano River Union pour accélérer le plan de relèvement de la sous-région. Le virus Ebola est toujours là. La riposte doit être maintenue et soutenue. Et déjà, il faudrait aussi travailler au relèvement des pays qui en ont souffert en prenant en compte toutes les dimensions humanitaires des leçons tirées de la gestion de l'épidémie. Et ce sont là les nouveaux fronts sur lesquels les équipes du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA seront certainement déployées.